Bonjour à tous, nous allons démarrer puisque c'est 3h15. Donc le titre de cette session de demi-heure, c'est Management agile l'ARNAC. Quand je l'ai proposé, en fait, j'avais pris soin de mettre un point d'interrogation. Bon, il semblerait qu'il a disparu. Bon, c'est vraiment un point d'interrogation, c'est-à-dire que vous avez peut-être constaté que j'ai peut-être une vague idée sur la question, mais évidemment, l'idée, c'est de vous laisser juge. Donc, nous allons voir quoi? Management agile, la question c'est quand même de quoi est-ce qu'on parle. Donc, quand on parle de management, de quoi parlons-nous? Quand on parle d'agilité, de quoi parlons-nous? Et finalement, comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de magie dans toutes ces choses? Rapidement, pour me présenter, donc, mon métier c'est développeur à la base. Je suis dans cette communauté agile depuis plusieurs années en fait. Création d'une association qui s'appelle Extreme Programming France, qui s'appelle maintenant Agile France. Enfin bon, je vous passe tous les détails. Je fais partie d'un groupement de coachs formateurs qui s'appelle Fédération Agile. Donc mon métier aujourd'hui, c'est essentiellement l'accompagnement à la formation à l'agilité. J'interviens ou je sévis aussi dans des universités à Toulouse, à Montpellier, et puis également un petit peu au Maroc. Voilà, vous retrouverez cette présentation sur thierrycross.net. Je ne sais pas si les organisateurs ont prévu de récupérer les... Oui, donc vous les retrouverez également sur le site de ScrumD. Ok, alors quand je préparais cette session, je me suis posé la question comment essayer de donner le ton, donc une sorte de mini keynote de la session. J'ai trouvé cette citation de Krishnamurti, que j'aime bien. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. Bon. Alors on va voir si c'est vrai, si ça correspond ou pas. Je vois qu'il y a des potes qui me connaissent qui dodelent de la tête. Oui. Ben oui. Alors, bon, ça je crois qu'on l'a déjà vu. Bon, la question, si vous voulez, c'est quand même le sens des mots. Alors, on pourrait passer certainement des heures. Qu'est-ce que Scrum? Qu'est-ce que Scrum Master? Qu'est-ce que le logiciel? Qu'est-ce que le management? Qu'est-ce que l'agilité? Bon, ici, j'ai quand même besoin de définir un petit peu ce que j'appelle management dans mon propos et également ce que j'appelle l'agilité. Alors là, le management, bon, on peut trouver tout un tas de définitions. J'ai trouvé celle-ci, ma foi, qui a le mérite d'exister. Le management désigne l'ensemble des techniques d'organisation et de gestion mises en œuvre pour administrer une entité. Bon, alors ça c'est sympathique, mais enfin là on n'a pas beaucoup fait avancer les choses. J'aime bien par contre ce qui est en dessous. Le management repose sur l'organisation, la coordination de 6 composantes de l'activité de l'entreprise. Bon, je ne vais pas tous les passer, mais enfin insistons quand même en particulier ici sur cette chose-là. Une entreprise, il y a des investisseurs, il y a des personnes. Donc il y a évidemment toutes les personnes qu'on a déjà évoquées, le management, les développeurs, etc. Mais il y a aussi des investisseurs. Et ce qui m'intéresse ici, c'est cette vue d'ensemble, si vous voulez. C'est-à-dire pas uniquement les équipes en tant que telles, bien que finalement mon métier consiste quand même essentiellement à travailler avec les équipes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement au départ, nous avons des équipes, un manager, mais il y a aussi une ligne managériale. Et il y a dans les organisations des personnes qu'on appelle actionnaires, etc., mais qui sont les propriétaires. C'est-à-dire qu'une société appartient à des personnes. On peut les appeler actionnaires si on veut, mais enfin, ce sont les propriétaires. Et donc, ce qui va m'intéresser à partir de là, c'est le management pris dans son ensemble, c'est-à-dire pas uniquement les équipes, pas le manager de l'équipe, mais l'ensemble de toutes ces personnes, finalement. Donc ça, c'était pour le management. Maintenant, l'agilité. Alors, l'agilité, vous connaissez... Qui est-ce qui a lu le manifeste agile? Ah oui, quand même. Non, impressionnant. Enfin, parfois, quand j'interviens, il y a juste, si vous voulez, 10%... Vous l'avez vraiment lu? Non, bon, ok. Alors ça, c'est vrai que c'est bien, un logiciel opérationnel plutôt qu'une documentation. Bon, moi je trouve ça un peu romantique. Ce qui va m'intéresser dans l'agilité, parce que je crois qu'il y a vraiment une définition,
C'est un peu autre chose, mais enfin, on va revenir, c'est lié au manifeste d'ailleurs. Concrètement, aujourd'hui, l'agilité, c'est quoi? À partir de cette définition, disons, historique, ces fameuses 4 valeurs, ces principes, et également un historique de l'agilité, bon, on peut dire qu'aujourd'hui, l'agilité, on peut le voir comme une boîte à outils. Il y a des méthodes, Scrum, etc. Il y a des principes, par exemple, dans Scrum, il y a un principe, ou ce qu'on appelle un pilier aussi, hein, le principe de transparence. Hein, vous connaissez Scrum, transparence, adaptation, inspection. Et puis, il y a des pratiques. Hein. La différence entre les deux, c'est que les pratiques dépendent d'un contexte. Les principes sont censés être indépendants du contexte, sont censés être toujours vrais. Donc, il s'agit de se poser la question, qu'est-ce que finalement que cette agilité? Et pour moi, l'agilité, alors, si vous avez une meilleure définition de l'agilité, franchement, je suis preneur. Mais l'agilité, je crois qu'elle se définit bien au travers de ces 12 principes. Quels sont ceux d'entre vous qui ont lu, qui connaissent un petit peu, comme ça, bon, pas par cœur, hein, évidemment, mais ces 12 principes agiles du manifeste? Vous avez fait exprès de venir pour casser. Okay. Non, mais bravo. Alors, alors, parmi ces 12 principes, évidemment, on retrouve le premier principe, notre objectif est de livrer rapidement et régulièrement. Notez la petite nuance avec le Lean, d'ailleurs. Dans le Lean, le principe, c'est livrer rapidement. Ici, c'est rapidement et régulièrement. Et puis, on trouve également pas mal d'autres principes. Par exemple, lequel, un petit peu hasard. Il y a celui-ci que j'aime bien. Hein. Les meilleures architectures, spécifications, conceptions émergent d'équipes auto-organisées. Ou bien celui-ci. Les process agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les commanditaires, développeurs, utilisateurs, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait rajouter les opérationnels d'ailleurs également, devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le rythme viable. Alors, si vous voulez, en fait, mon propos ici par rapport à ces définitions de l'agilité, c'est après tout, pourquoi donner vraiment une pondération à ces principes? Pourquoi est-ce que le premier principe est plus important que celui-ci? Bon, vous allez me dire, celui-ci ne va pas être plus important que le premier non plus. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc quand je vais parler d'agilité, en résumé, en fait, c'est par rapport à... Quand je parle d'agilité, si vous voulez, dans ma tête, c'est ces 12 principes. Alors qu'on applique plus ou moins, mais enfin, c'est l'ensemble de ces 12 principes, c'est ça que je voulais dire. Et le management, donc, eh bien, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. L'agilité et ces 12 principes définissent ce que j'appelle des collèges, si vous voulez, c'est-à-dire des groupes de personnes qui, bien sûr, travaillent ensemble, on est bien d'accord, mais qui ont chacun leur responsabilité. Le métier, on a beaucoup parlé de métier, par exemple, ce matin, le product owner, etc. Mais à côté du métier, on a donc, disons, le système d'information, les développeurs, les architectes, les opérationnels, etc. Et puis, on va retrouver, évidemment, il s'agit de communiquer, et puis on va retrouver, en fait, d'autres personnes, donc en termes de support, et donc c'est là qu'on va trouver le management agile, tel que vient de le définir, par exemple, Jean-Claude. Notez qu'ici, assez naturellement, au travers de l'agilité, je retrouve une pyramide inversée, telle qu'elle a été déjà citée ce matin. Il s'agit vraiment de se positionner en tant que support, disons. Alors, dans l'agilité, on a aussi une histoire. Donc, c'est Jim Smith qui avait écrit cette histoire. C'est Fabrice Emti qui a eu la bonne idée de traduire cette histoire. Vous le trouverez sur son site d'ailleurs, Agilarium Wikispace. Alors, à l'époque, on parlait d'extreme programming. Je sais bien que c'est le Scrum Day, mais à l'époque, on parlait d'XP. L'extreme programming a connu un développement dans son utilisation, son intérêt, non pas grâce à la programmation en binôme ou au factoring, mais parce que, prises dans leur ensemble, ces pratiques définissent une communauté de développeurs libérés des poids des sociétés dilbertesques. Est-ce que vous avez entendu parler du principe de Dilbert? Oui, non? Bon, à choisir, c'est bien d'avoir lu les principes agiles déjà. Alors, ce fameux principe de Dilbert. Et vous allez voir que du coup, eh bien, en fait, contrairement à une idée que l'on a parfois, la question du management, c'est tout de suite posée dans l'agilité. Donc là, vous voyez, en ce moment, je suis en train de me faire plein d'amis. Les gens les moins compétents sont systématiquement affectés au poste où ils risquent de causer le moins de dégâts, ceux de manager. Voilà. Là, on est vraiment aux origines de l'agilité. Si vous voulez, l'agilité, à un moment donné,
C'est quoi? Ce sont en particulier des développeurs qui disent on aime bien développer, on a envie de travailler en direct avec des utilisateurs pour développer. Et bon, voilà, maintenant, en clair, foutez-nous un peu la paix ou aidez-nous. Mais voilà, il y a cette idée qui fait que du coup, aujourd'hui, en termes de management, on parle de servant de manager ou de servant de leader. Voilà, donc là, en fait, je ne suis pas en train de l'inventer, hein, cette histoire, ça existe vraiment dans l'histoire du manifeste. Alors, cette question de manager agile, du coup, on la retrouve dans le manifeste agile au travers d'un principe, qui est le 5e principe, je crois, qui est celui-ci: réaliser les projets avec des personnes motivées, fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin, faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Ça, c'est manifeste agile 2001. Hein, vous voyez qu'effectivement, ce qu'on appelle aujourd'hui management 3.0, c'est tout simplement la déclinaison de cette chose-là. C'est-à-dire que dès 2001, en fait, déjà dans l'extreme programming, on avait évidemment pris conscience qu'il y a nécessité de managers et de managers au sens support des équipes. Est-ce que c'est obsolète ? Est-ce que c'est obsolète, cette chose-là? Je ne pense pas, puisque c'est exactement ce qu'on est en train de décliner aujourd'hui avec toutes ces pratiques que Jean-Claude nous présentait tout de suite. Les objectifs fixés, c'est là que il faut faire attention, parce que c'est comme tout. Hein, ça peut être, vous prenez n'importe quoi, ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Bon. Les objectifs fixés, qui est-ce qui les fixe? Comment est-ce qu'ils sont fixés? Est-ce que ces objectifs respectent l'autre principe de rythme viable, hein, par exemple? Est-ce que ces objectifs respectent également ce principe de bonne conception? Alors, comme je le disais, si certains d'entre vous ont participé tout de suite à la présentation de Jean-Claude, eh bien, vous allez retrouver évidemment ce genre de pratique. L'aspect gestion des obstacles, c'est ce que depuis bien des années on appelle couverture aérienne. Alors bon, j'ai gardé ce terme, il vaut ce qu'il vaut, mais je trouve qu'il a le mérite de montrer que il a le mérite de montrer que le manager, effectivement, a des pouvoirs, a des capacités, il a une force de frappe, si vous préférez, pour éliminer des obstacles qui est supérieure à la force de frappe des développeurs ou du Scrum Master. C'est tout simplement ce que l'on veut dire. La question du recrutement de l'équipe, et plus généralement d'ailleurs la question de l'organisation de l'équipe au sens mise en relation avec le product owner. C'est bien beau de dire le product owner doit travailler tous les jours, mais enfin ça ne va pas se faire tout seul. Donc bien entendu que le manager a un rôle tout à fait critique au sens essentiel, tout à fait capital dans l'organisation de l'équipe. Et évidemment ensuite la question générale de la relation entre le manager et son équipe. Alors, comme le suggérait Jean-Claude, on peut, par exemple, imaginer que le manager vient visiter les équipes. Il peut participer, par exemple, à un Scrum Meeting s'il y a à un moment donné un obstacle à résoudre sur lequel il est en train de travailler, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le management agile qui existe depuis un moment, qu'on appelle aujourd'hui management 3.0. Et il ne s'agit pas pour moi de dire que c'est cette chose-là qui est une arnaque, pas du tout. Je m'inscris plutôt dans le système dans son ensemble. Encore une fois, souvenez-vous que quand je parle d'agilité ici, c'est au sens des 12 principes. Quand je parle de management, c'est au sens coordination entre les équipes et les actionnaires et les propriétaires de la société. C'est là mon propos. Alors, magie. Eh bien, parfois sur le terrain, je rencontre des magiciens qui sont capables de faire apparaître des choses et de faire disparaître des choses. Alors, on va les appeler magiciens. Voilà. Les lapins. Bon, donc là, il y a des choses qui sont apparues. Oui, Alex, désolé. Il y a des choses qui sont apparues et puis il y a des choses qui sont disparues. Ce que l'on constate parfois quand même, c'est que parmi les 12 principes livrés rapidement, alors celui-ci, il existe. En général, il existe. À la question près de la relation avec les opérationnels, qui là, effectivement, reste une vraie question, parce que quand vous travaillez avec les opérationnels, leur dire qu'en moyenne, on était à 2 ou 3 mises en prod par an, là, on souhaite passer à 4 ou 5 ou 6 mises en prod par an, il faut travailler là-dessus. Mais tandis que certains principes existent, bien d'autres, curieusement, disparaissent. Par exemple, rythme viable. Par exemple, bonne conception. Bonne conception, c'est-à-dire qualité intrinsèque, TDD, etc. Voilà, donc encore une fois, je ne suis pas en train de dire que l'agilité, ce n'est que bonne conception, rythme viable, etc. Mais je dis que c'est un équilibre entre toutes ces choses. Alors, est-ce que c'est de la magie? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? J'aime bien cette métaphore avec notre devise que vous connaissez, et imaginez ceci.
Juste vraiment entre parenthèses, j'ai pêché cette image sur un site qui s'appelle les-crise.fr, qui est tout à fait intéressant, mais ça c'est fin de la parenthèse. Hein, voilà, en fait, ce dont je parle, c'est ça en fait, hein, si vous voulez. C'est-à-dire il y a un ensemble de valeurs ou de principes, et puis on en enlève quelques-uns. Hein, voilà, c'est juste mon propos. Alors pourquoi? Est-ce que c'est magique? Certains d'entre vous se souviennent peut-être de cette affiche, non? Enfin, là, je m'adresse à ceux qui ont plus de 20 ans. C'était une affiche à l'époque de la guerre du Vietnam. Pourquoi? Mon Dieu, pourquoi? Alors, eh bien, il faut bien dire qu'il y a quand même des stratégies de management. Et je dirais, pour nuancer mon propos, que là, en clair, je m'attaque à un système. Je ne m'attaque pas forcément à des personnes. Hein, puisque j'ai eu l'occasion d'être dans ma vie d'être aussi manager et je suis aussi tombé dans ce panneau-là. Ça s'est très très mal terminé, pour être honnête. Mais voilà, donc je parle bien d'un système et je ne parle pas évidemment de personnes. Premièrement, l'une des stratégies aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la lucre-agilité, c'est-à-dire que l'objectif, il n'y a qu'un objectif dans les sociétés, c'est le lucre, c'est-à-dire le profit à court terme. Voilà. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé. Enfin, après la question, si vous voulez, je ne vous demande pas de me croire sur parole, évidemment, mais simplement là, je vous donne des inputs. Après, à vous de voir ce que vous en faites et puis de voir si ça rejoint votre réalité au quotidien ou pas. Hein, c'est tout. Donc voilà, il y a quand même cette stratégie qui existe. Une autre stratégie qui est l'individualisme, hein, qui se retrouve par exemple dans le fait que, effectivement, comme on le rappelait tout à l'heure, se pose la question des augmentations chaque mois. Est-ce qu'elles sont très individualistes ou est-ce qu'elles reposent sur un travail d'équipe? Elle se retrouve dans le fait qu'aujourd'hui, moi ça m'arrive très fréquemment dans les sociétés, quand je mets en place de l'agilité, tout le monde est très satisfait que l'on parle d'auto-organisation, etc. Mais enfin, à la fin, la question c'est toujours, bon, quelle est la tête à couper s'il y a un problème, hein? Voilà. Donc, alors après, encore une fois, à vous de voir si ce que je raconte rejoint votre réalité ou pas. Là, moi, je vous restitue une réalité. Une autre stratégie, c'est l'ignorance. L'ignorance au sens... On va partitionner, hein, c'est diviser pour mieux régner. Donc ça veut dire que, en fait, même si je pense que les coachs agiles, enfin nous époumons à parler de vision, de donner du sens, etc., le fait est que parfois les tenants et aboutissants du top management, hein, vous voyez, on ne les connaît pas toujours. Donc il y a une sorte d'ignorance verticale comme ça, puis une sorte d'ignorance horizontale qui est qu'on est partitionné dans des équipes. Hein. Voilà, donc tout ça, ça va être difficile de donner du sens et de se situer dans cette chose-là. Puis il y a aussi une stratégie de la peur, parfois. À un moment donné, il faut dire les choses, quand même. Hein, la peur, en particulier dans les SS2I, la peur du licenciement, la peur de l'intercontrat. Hein. Je ne vais pas vous demander de lever le doigt pour voir si vous avez peur. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, ce sont des réalités qui existent dans les SS2I. Donc, on est là quand même pour parler. Comment dire, notre terrain d'entente, c'est par rapport à une réalité que l'on partage ou pas. Hein. Et justement, ce matin, on évoquait la question de la supervision pour du coaching. Et il y a aussi quand même une confrontation à la réalité pour éviter d'être schizo, bien sûr. Voilà. Une autre stratégie qui est ce que j'appelle l'urgent plus qu'urgent, que je rencontre parfois aussi, c'est-à-dire que les équipes, ça a été évoqué tout à l'heure aussi, on est sur des projets donc qui sont urgents au sens, si vous voulez, chaque projet aujourd'hui est un challenge. Hein, les projets où on a largement le temps de bien faire, ça n'existe pas beaucoup. Et puis on est sur quelque chose d'urgent et malgré tout, il y a un manager qui vient pour nous déscoper, nous mettre sur quelque chose d'encore plus urgent. Donc je ne sais pas si vous voyez, là aussi, c'est difficile à vivre ces choses-là. Hein. Je parle et j'essaie, il y avait les lapins tout à l'heure, mais on parle quand même de la vraie vie et on parle là des émotions, enfin de ce qu'on ressent au quotidien. Hein. Voilà, donc toutes ces stratégies, il faut se poser la question, quelle est l'agilité que je peux faire dans ce contexte, hein? Quelle est l'agilité que je peux faire dans ce contexte? Alors, je vous propose un outil que j'utilise, c'est un outil de coaching, disons, qui s'appelle les niveaux logiques de Diels Batson. Est-ce que certains d'entre vous connaissent cet outil? Oui. Je suis impressionné, parce que c'est la première fois que je participe en tant qu'orateur au Scrum Day. Ok, donc... les niveaux logiques, en fait, c'est une sorte de grille de lecture d'un événement, si vous voulez, d'une situation, on peut le voir comme ça. Hein. Alors, ces niveaux logiques, comme le nom l'indique, sont basés sur des niveaux, c'est-à-dire différents niveaux, différentes choses qui se passent dans un événement donné. Donc, un événement donné, ça peut être tout ce que vous voulez, on peut prendre un Scrum Meeting, du TDD, enfin. Donc, vous avez le niveau environnemental.
C'est-à-dire l'environnement, ce sont les outils, c'est l'open space. Enfin, est-ce qu'on est en open space? Est-ce qu'on n'est pas en open space? Est-ce qu'il y a du visual management? Est-ce qu'on utilise un outil électronique, etc. Donc ça, c'est l'environnement. Ensuite, ce sont les pratiques. Par exemple, les pratiques, dans un Scrum Meeting, eh bien, c'est chacun à tour de rôle qui dit ce que j'ai fait, ce que je vais faire, etc. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler des capacités. Par exemple, la capacité, dans un Scrum Meeting, l'air de rien, il y a une capacité qui est « je suis capable de dire j'ai un problème ». C'est pas... voilà, il y a des personnes... Bon. Donc, vous voyez, il y a des capacités, des sortes de savoir-faire, si vous voulez, ou savoir-être. Et puis, on va attaquer d'autres niveaux un petit peu plus subtils, les croyances, les identités, et même au-delà de la personne. Par exemple, si je prends l'exemple donc du TDD, l'environnement, ça peut être Eclipse, ça peut être JUnit, ça peut être TDD. En termes de capacité au niveau développement, je dois quand même savoir ce qu'on appelle la conception émergente. Ce n'est pas l'objectif ici de rentrer dans les détails, mais enfin, je dois avoir une idée quand même, je dois savoir faire du refactoring, des choses comme ça. Mais vous voyez que si toutes ces pratiques-là, que je peux parfaitement maîtriser, viennent se confronter à des croyances dans l'organisation qui sont que, par exemple, la qualité, c'est le contrôle qualité au sens les tests servent à découvrir des défauts a posteriori. Alors que le TDD, c'est exactement ce qu'on appelle la qualité intrinsèque, c'est-à-dire que les tests servent à faire bien du premier coup. Voilà. Derrière, si je me retrouve en termes de perception des personnes, le développeur, c'est une ressource humaine. Si finalement, dans l'organisation, je retrouve cette fameuse lucragilité, vous voyez que j'aurais beau arriver avec mes outils de développeur, de coach, etc., pour dire, franchement, on fait du TDD, à un moment donné, ça ne va pas le faire parce que ça va venir se confronter à cette couche de croyances, d'identité, etc. Attention à un point important, là, quand je parle de croyances, il ne s'agit pas d'idées théoriques, etc., il s'agit de choses qui existent, qui sont actives. Je prends un exemple tout simple, c'est les superstitions. Je connaissais une personne qui était très superstitieuse. Par exemple, à table, on ne pouvait pas être 13. Donc si on était 13, elle rajoutait un couvert. Donc vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est une croyance, mais au sens actif du terme. Ce n'est pas juste comme ça une théorie, ça avait une conséquence sur la pratique. C'est ce que j'essaie de vous montrer là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on est bien d'accord, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de dire tout ce qu'on est en train de présenter en termes de gestion d'obstacles, de gestion des équipes au sens agile, connect and collaborate, etc. Encore une fois, heureusement que ça existe pour nous permettre de faire de l'agilité. Je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ces choses. C'est pour ça que j'aime bien ce terme d'insurrection des consciences de Pierre Rabhi. C'est-à-dire une prise de conscience. Je crois que ce matin, on disait qu'à un moment donné, il doit y avoir une rupture. À un moment donné, il faut vraiment qu'on sente qu'il y a un changement qui s'opère, un changement de vision par rapport à ce qui se passe. Bon, alors, encore une fois, si vous n'êtes pas confronté aux stratégies de management que j'évoquais tout à l'heure, tant mieux pour vous. Mais bon, je trouve que je connais quand même beaucoup de monde qui sont confrontés à ces choses-là. Donc, je crois qu'à un moment donné, il y a une sorte d'insurrection des consciences à avoir. À un moment donné, c'est bon, merde, quand même, qu'est-ce qui se passe là? Parce que si on reste dans l'inaction, ça correspond à une sorte de soumission, de résignation. Ou on pourrait dire dans l'autre sens, la résignation se traduit par de l'inaction. Alors, évidemment, on peut s'énerver. Et c'est après tout un réflexe, bon, pourquoi pas? On peut dire, bon, là, ça suffit. Bon, le problème, c'est qu'on est chacun avec des crédits, etc. Donc, il faut s'énerver, mais enfin... bon. On peut essayer de jouer ça aussi non-violent. Gandhi, qui est vraiment un de mes maîtres à penser, mais ce que je voudrais vous montrer là, simplement par rapport à Gandhi, c'est qu'il est quand même réputé pour être non-violent, le garçon. Et, bon, il me pardonnera de l'appeler le garçon, mais... je pense que si on avait demandé à l'époque à Churchill ce qu'il pensait de Gandhi, je crois que ce n'est pas le terme non-violent ou sympathique ou gentil garçon qui lui serait venu à l'esprit, quand même, parce que Gandhi il était en train de démanteler l'Empire à l'époque avec l'Inde. Donc vous voyez, attention, non-violent, je ne suis pas en train de dire que c'est les bisounours, etc. Donc ça passe par de la solidarité, et c'est vrai que je retrouve mon affiche de tout à l'heure, je dois être un peu nostalgique, je retrouve mon affiche tout à l'heure. Quels sont ceux qui connaissent ce signe-là? Bon, ok. Solidarność, le fameux syndicat polonais, où en fait il s'agissait de solidarité. Je dis ça parce qu'à l'époque, on était un certain nombre, on avait des pins en France. Et vous vous souvenez peut-être, on avait des petits pins qui ressemblaient à ça. Alors, c'était pas grand-chose, mais enfin, ça signifiait qu'on était solidaires. Alors, ce que je vous propose, puisque vous vous souvenez que tout à l'heure, dans les niveaux logiques,
Hein, il y avait donc personne, enfin identité, etc. Et puis ce qui va au-delà, hein, c'est-à-dire vraiment au-delà de nos identités, de nos masques, qui sommes-nous? Eh bien, je vous propose un exercice très simple. J'aurais bien aimé avoir plus de temps pour qu'on puisse vraiment travailler sur cet exercice avec des post-it, etc. Mais voilà, donc je vous engage chacun à réfléchir à cette question. Pour vous, que signifie être humain? Vous voyez, c'est simple hein, comme question. C'est simple. Mais je crois que c'est un moyen que l'on a, y compris au niveau management, pour éviter de tomber dans ces travers hein, que je citais tout à l'heure. On travaille avec des gens. Hein, on travaille avec des gens, on ne travaille pas avec des ressources humaines. Voilà, donc c'est une vraie question. Hein, c'est pas juste là un coup que je veux faire ou quoi. C'est une vraie question à un moment donné. Pour vous, qu'est-ce qu'un être humain? Au sens vraiment complet du terme, et y compris dans l'organisation aussi. Enfin, quand je dis dans l'organisation, dans l'entreprise. Alors, quelques pistes. Aujourd'hui, je fais partie d'une SCOP, hein, une coopérative. On commence à entendre parler des SCOP hein, dans l'actualité. Une SCOP se caractérise par un certain nombre de principes. Bon, je passe rapidement parce que je préférais parler un petit peu de sociocratie. Contrôle démocratique, primauté de l'homme sur le capital, une personne égale une voix. Propriété collective, impartageabilité des réserves, puisque dans une SCOP, il y a une règle qui est que s'il y a des bénéfices, il faut vraiment constituer des réserves, ça c'est obligatoire. Solidarité, liberté d'adhésion, juste répartition du coût, bon, du profit. Donc en fait, voilà, là c'était juste une piste. En fait, nous sommes un certain nombre d'anciens agilistes à plus que se poser la question, hein, à vraiment être en train soit de créer, soit de participer à des coopératives parce qu'on pense que ça correspond bien. Et puis cette fameuse sociocratie, alors là ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'il y a en ce moment un atelier, donc je crois que ça fait partie avec les innovations game par exemple, hein, je pense que ça fait vraiment partie des évolutions actuelles de l'agilité. Quels sont ceux qui ont entendu parler, enfin qui connaissent même comme ça ces 4 règles? Ok. Bon, super. Donc, alors très très rapidement, une première règle, la prise de décision par consentement. Le consentement, en fait, c'est relativement simple, c'est dire, je dois dire oui si je n'ai pas de raison valable, raisonnable, sérieuse de dire non. Hein. Donc en clair, ça veut dire je ne peux pas refuser une idée parce que la tête de celui qui a proposé l'idée ne me revient pas. C'est ça que ça veut dire. Attention à une chose, comme toujours, consentement, hein, moi je me méfie beaucoup parce que tout à l'heure j'évoquais, vous vous souvenez, les propriétaires, la ligne managériale. Vous avez actuellement au niveau top management des formations du type comment amener au consentement. Hein. Donc attention, à quoi consentez-vous? Hein, il faut rester vigilant là-dessus. Mais bon, il s'agit de se baser sur le consentement. Puis ensuite, on va mettre en place ce qu'on appelle des cercles. Donc dans l'agilité, les cercles ils sont tout trouvés, hein, le cercle de l'équipe elle-même, et dans ce cercle-là, il peut y avoir le cercle des développeurs, le cercle côté métier, etc. L'élection sans candidat, je vais y revenir tout de suite après, et puis ce qu'on appelle le double lien, qui est que dans la ligne hiérarchique, donc, il y a un ensemble de cercles, et donc une personne d'un sous-cercle, on pourrait dire, fait partie du sur-cercle, on pourrait le dire comme ça, en plus du fait qu'il y a le lien habituel entre le cercle et le sous-cercle. Voilà. Donc la sociocratie, pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui? Parce que je pense que c'est vraiment un moyen concret d'organiser la solidarité et au-delà l'agilité dans une organisation. Évidemment, la question qui se pose, c'est quel est le périmètre? Donc là, chacun voit son périmètre. Est-ce que c'est juste un projet? Est-ce que c'est au niveau de l'organisation? Avec ce fameux nombre de Dunbar que vous connaissez peut-être, hein, c'est Dunbar qui a fait des études qui montrent que quand on parle de collaboratif, hein, nous on parle beaucoup de collaboratif bien sûr, par opposition au process si vous voulez, en fait on constate concrètement qu'il y a une limite en nombre, alors qu'on situe entre 100 et 250 avec une sorte de consensus sur 150. En clair, au-delà de 150, comment est-ce que je peux faire de l'agilité? On pourrait le dire comme ça. Bon. Alors, pour terminer, donc concrètement, le consentement, c'est quelque chose qui existe déjà chez nous, puisque Planning Poker, Quick Design Session, ce sont concrètement des pratiques qui sont basées sur le consentement. Hein. Le Planning Poker, en fait, on fait des tours jusqu'à ce qu'il y ait un consentement sur une estimation. Quick Design Session, c'est-à-dire des sessions de conception rapide,
ben là aussi, il y a un consensus très rapidement qui doit aboutir pour dire, bon, ben ok, on part sur cette solution. Donc, une proposition, c'est tout simplement un consentement sur la définition de l'agilité dans une organisation. Parce que c'est vrai que l'organisation aujourd'hui, à la fois, vous avez le top management qui dit, ben, ok, on passe à l'agilité, bon, qui a ses raisons. Et puis, dans les équipes, on met en place l'agilité, donc les scrum meetings, etc., etc. Mais est-ce qu'on parle de la même agilité, hein? Donc, il y a une question qui est déjà obtenir un consentement sur l'agilité dans l'organisation, hein. Voilà, ça peut être une piste. En termes d'élection sans candidat, ben c'est pour éviter, parce que qu'est-ce qui va se passer le 6 mai? Alors je ne vais pas vous demander pour qui vous allez voter, mais le 6 mai, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a la moitié de la France qui va faire la fête, et puis l'autre moitié qui va vraiment, vous voyez, pas faire la fête. Donc ça veut dire que de toute façon, on est coincé, hein. Donc l'élection sans candidat ben, consiste tout simplement, comme l'on indique, à élire une personne à un poste, par exemple Scrum Master, simplement sur proposition de l'ensemble des personnes. Par exemple, dans une équipe, ben, je vais dire, ben, moi je pense que c'est Jean-François qui est le mieux placé pour être Scrum Master en ce moment. Voilà. Et donc, à partir de là, il y a un consentement sur Jean-François, par exemple, en tant que Scrum Master. Question au niveau des managers, pourquoi pas imaginer une élection sans candidat des managers aussi. Voilà. Donc pour terminer, eh bien, c'est un peu à vous de jouer. Puis il se trouve que, étant donné quand même qu'en agilité, on manipule constamment des outils de conduite de changement, d'amélioration, etc., ben vous pouvez vous imaginer un petit PDCA comme ça sur justement toutes ces questions, hein. Analyser, et puis voilà, est-ce que vous partez seul, est-ce que vous partez collectivement, à 2, à 3, quelle pratique? Do check act. J'aime bien cette citation de Victor Hugo, donc j'ai commencé avec Krishnamurti, on va terminer avec Victor Hugo. Il vient une heure où protester ne suffit plus, après la philosophie, il faut l'action. Et donc ce que je vous propose, c'est ça, c'est l'action, c'est-à-dire concrètement, c'est ce que vous pouvez faire, même un petit pas, un petit quick win. Voilà. Je crois que j'ai terminé pile. Voilà. Donc à vous de voir.